En Valais, on côtoie beaucoup de plantes et souvent sans les connaître. Alors là, vous voyez, par exemple, on a ramassé de la consoude. C'est une plante qui répare. Elle a énormément de vertus cicatrisantes. Les anciens disaient qu'on pouvait l'utiliser pour réparer des cassures. Ici, la primevère officinale, vous la trouvez un petit peu dans les endroits un petit peu humides, près des forêts. Elle permet de baisser un petit peu la fièvre l'hiver. Lierre terrestre, il est dans le même état d'esprit que la primevère. On a une sensation que les plantes viennent à vous. C'est pas nous qui allons vers les plantes, c'est les plantes qui viennent à nous. Gilles Frelin, bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez ici à Ried. Vous êtes natif de France, de Nantes précisément. Exactement, oui. Depuis 1992, vous avez découvert la Suisse. Vous qui êtes boulanger, pâtissier, confiseur, pourquoi avoir changé de pays ? Par le fait que je faisais le Tour de France dans le compagnonnage et puis on m'a proposé une offre d'emploi sur Montreux et ça a été le début de la découverte de ce pays. Et vous êtes un passionné de plantes. Alors je crois qu'on va découvrir notre sujet aujourd'hui qui intéresse, je crois, tout le monde parce que, en fait, c'est votre passion, mais vous avez beaucoup appris. Vous n'avez pas de diplôme en herboristerie, je pense. Non, j'ai pas de diplôme. C'est une passion que je nourris tous les jours. On ne peut pas dire autrement, tous les jours. J'ai fait des formations, j'ai fait une formation en ligne au Canada, j'ai fait une formation par petits cours avec Irène Wyss, avec Michel Rotalski, mais c'est une passion que j'alimente au quotidien. Qui est cette personne ? Michel Rotalski, c'est un druide dans sa personne. C'est une personne que j'ai découvert lors d'un cours où il apprenait aux enfants à faire des baguettes magiques. Et nous, on arrivait de Brocéliande, on était complètement envahis par cette ambiance celtique. Et ça a été le déclenchement, ça a été vraiment l'étincelle. Vous êtes en connexion directe, on peut le dire, avec la nature, surtout à l'heure actuelle avec le Covid-19. Je crois que pour vous, cette curiosité qui était il y a quelques années déjà, aujourd'hui est devenue habituelle. Disons qu'on a eu plus de temps. Déjà pendant le confinement, j'ai encore plus de temps de m'intéresser aux plantes. On n'a pas pu sortir énormément, mais on a pu étudier beaucoup. Et puis, ça m'a permis de mettre en pratique certaines théories que j'avais apprises à certains cours. Alors, Michel Rotalski vous a donné cet amour. Quel est l'élément déclencheur après, quand vous êtes tout seul face à la nature, qui vous a donné ce goût pour les plantes ? L'élément déclencheur, ce serait, je sais pas, est-ce que c'est une reconnexion peut-être à mes sources, c'est possible. Le côté un peu celte, un peu breton. J'ai eu une approche, j'ai l'impression d'avoir une communication avec cette nature. Alors ça paraît un petit peu ésotérique et tout, mais non, ça m'a vraiment révélé. Mais par les années qui se suivent, vous accumulez beaucoup plus d'expérience tous les jours. Alors, si vous étiez une plante comestible, sauvage par exemple, laquelle seriez-vous ? L'ortie. Quelle propriété l'ortie ? L'ortie, parce que si on regarde d'un côté humain, l'ortie, elle pique quand on s'y frotte. Donc c'est un petit peu mon petit côté breton. Et elle protège. Et c'est aussi cette sensation que j'ai. Donc il faut savoir que l'ortie, il y a quand même 21 espèces qui se protègent au niveau animalier sous l'ortie. Et peut-être ces 21 espèces, peut-être c'est ma famille. On en parlera d'ailleurs de plusieurs plantes aujourd'hui, vous êtes là pour ça d'ailleurs. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que les plantes ont changé quelque peu votre personnalité ? Je pense, oui, parce qu'à partir du moment où on commence à être connecté à cette nature, à Dame Nature, on apprend à son rythme, on vit avec son rythme, on réagit à son rythme, et puis on a des émotions qui ressortent. Et on a envie de communiquer. Donc oui, obligatoirement, ça a changé mon comportement, oui. Donc les plantes curatives, les plantes médicinales, c'est votre quotidien, j'imagine. Oui. Mis à part votre travail, il faut bien le dire, vous travaillez tous les jours dans l'alimentation, dans votre crêperie, en fait, à Martigny. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous demander, quand on parle de plantes, peut-on dire qu'elles sont toutes des moyens fortifiants ou pas ? Non, pas forcément toutes, mais disons qu'elles ont toutes... Il n'y a pas de mauvaises plantes. On parle des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, ça n'existe pas. Il y a des plantes qu'il faut faire attention, il y a des plantes qui sont comestibles, certaines sont médicinales, d'autres pas. Certaines, vous allez travailler avec plutôt les racines, d'autres avec les feuilles. Il n'y a pas de mauvaises plantes. Il faut juste apprendre à les connaître.
Quand on parle de plantes, généralement, dans le langage courant, on dit que les plantes ont des vertus, bien sûr, préventives. Mais moi, j'aimerais savoir sur quelle base fondamentale sont-elles préventives ? Elles sont préventives dans le sens déjà qu'on a des livres, on a des écrits anciens, très anciens même. Ici, je crois que vous en avez apporté là un livre très ancien. J'ai une acquisition qui est juste magistrale, quoi. C'est un dictionnaire universel des drogues, donc pas fumé forcément, il est de 1732. Et quand on le parcourt un petit peu, on se rend compte que les théories qu'on avait en 1732 sont quasi identiques à l'heure actuelle. À celle d'aujourd'hui. À celle d'aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on a des propriétés qu'on prône qui étaient déjà prônées en 1732. Donc comment dire que ça ne fonctionne pas? Non, il y a des véracités dedans. Bien sûr. Est-ce que vous utilisez souvent ce livre? Alors ça, c'est pas un livre de recettes, c'est un livre qui donne les vertus des plantes, mais il ne donne pas de recettes. Donc il certifie les vertus de plantes, voire même d'animaux, parce qu'il touche un petit peu à tout. Mais c'est surtout qu'il certifie par rapport à d'autres livres plus actuels, on retrouve les mêmes vertus médicinales. En tout cas, ça me fait penser à une Bible, mais la Bible des plantes. C'est un petit peu ça. Hein. C'est un petit peu ça. Ça fait un peu le vieux grimoire de Panoramix. Vous avez d'ailleurs d'autres illustrations ici également. Tout à fait, oui. Dont vous avez toujours besoin, je pense, quand vous découvrez, quand vous allez à la cueillette des plantes, j'imagine que oui. Avec la cueillette, bon, on peut aussi regarder, maintenant il y a aussi des réseaux, des sites internet sur lesquels on peut certifier quand on va à la recherche des plantes. Mais c'est vrai que j'ai toujours 2 voire 3 livres sur la table de chevet. On ressent. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus vers les plantes magiques. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller plantes plutôt médicinales. Il y a le côté aussi plantes de sorcières. C'est assez mystique. Ça me passionne aussi parce que ça permet de rêver un petit peu. Ça fait pas de mal en ce moment de rêver. Vous évoquez il y a quelques instants le mot magique. Peut-on dire qu'en Valais, nous avons des plantes médicinales magiques? Lesquelles peut-être? Je crois que ça en vaut la peine de nous faire un petit peu, donner connaissance de ces plantes qui existent dans notre beau canton. En Valais, on a beaucoup de plantes médicinales magiques. Par exemple, là, j'ai de la calendula qui est la fleur de souci, qui est une fleur qui traite énormément les problèmes de peau, qu'on peut utiliser aussi en tisane, qu'on peut mettre dans le bain, qui est apaisant. C'est vraiment aussi, fait partie de ces plantes magistrales. J'ai de l'épilobe, c'est une plante qu'on trouve beaucoup en Valais. La sommité fleurie peut être préparée en pesto et la feuille peut être fermentée et elle sert à faire ce qu'on appelle le thé des Alpes, qui est un thé fermenté. On n'a pas besoin d'aller chercher en Chine, on a tout ce qu'il faut en Valais. On peut aussi l'utiliser pour faire un travail sur la prostate. L'Achillée millefeuille, elle a des vertus pour les règles douloureuses. Elle est cicatrisante en externe. C'était vraiment une plante qu'on utilisait autrefois pour soigner des plaies, pour accélérer la cicatrisation. On dit qu'elle, non seulement elle cicatrise la plaie, mais elle cicatrise aussi l'âme. C'est vraiment des plantes qui sont ouvertes. C'est vraiment une sensation que la nature vient à vous et non le contraire. On pourrait en parler des heures. Bon, celle-ci, elle est un petit peu séchée. C'est de l'armoise commune. C'est-à-dire que vous la trouvez, de l'armoise citronnelle. Vous la trouvez sur les bords de terrain un petit peu partout. Elle ne vous parle pas quand vous la regardez comme ça, mais en vérité, c'est une plante. Si vous la mettez à sécher, vous la brûlez au solstice d'été, on dit qu'elle va vous protéger de toutes les maladies pour toute l'année. Si ça, c'est pas magique, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que c'est particulier. Si je vous donne quelques noms, par exemple, l'épilobe. L'épilobe, c'est une plante qui aide à lutter pour les problèmes de prostate. Et on la trouve très très fréquemment, surtout en ce moment en Valais. D'ailleurs, vous en avez une un petit peu séchée ici. Et bien sûr, comestible d'ailleurs. On ne peut pas éviter le génépi, qui fait du bien, madame, quand monsieur en boit, c'est bien ça? Exactement. Pourquoi? Parce que c'est un tonique, c'est un bon vermifuge aussi, mais c'est un très bon tonique. À ne pas abuser le soir si vous voulez quand même pouvoir dormir un petit peu. C'est vrai, il faut faire attention. Oui, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Les Edelweiss, par exemple? Les Edelweiss, déjà les protéger, il faut y faire attention, mais les cultiver aussi. Et cette fleur, elle a quand même une vertu astringente au niveau de la peau, ça veut dire qu'elle va être réparatrice. Elle va vous enlever comment expliquer, des vieilles cicatrices, mais aussi bien au niveau de la peau qu'au niveau de l'âme. Mais comment les utiliser en fait? Alors,
L'Edelweiss, entre autres, par exemple, on peut l'utiliser sous forme d'onguent. Ça veut dire qu'on prépare l'Edelweiss dans une huile, biologique de préférence, qu'on laisse au soleil pendant une trentaine de jours. Et puis après, on la... Bon, il y a tout un soin à faire, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais on peut la solariser. Ensuite, on la filtre et on prépare ce qu'on appelle un onguent. Un onguent, c'est un mélange de cire d'abeille, de nos régions bien sûr, de beurre de karité. Autrefois, ils utilisaient aussi un peu les graisses animales. Moi, je suis plus pour le végétal. Et puis, cette huile solarisée. Et après, ça nous fait une crème qui aide pour les petits bobos de la peau. D'accord, donc bien utile. Très utile. Alors, on parle également très souvent aujourd'hui de l'arnica. L'arnica, bien sûr. Une vertu assez extraordinaire également. Attention, interdit de ramasser en Valais. Hein. Je tiens quand même à le préciser. Mais on les utilise quand même. Mais on l'utilise. On peut l'avoir sur un terrain privé, voilà. Donc déjà là, on peut. Après, pour avoir été faire un stage à Bête-Méralpe, on m'a autorisé à en ramasser 3 par personne. On était 4, il n'y a que moi qui en voulais, ça m'en faisait 12. Mais ça, c'est entre nous. Et donc, j'ai pu solariser de l'arnica et j'en ai ramassé aussi parce qu'avec Michel Rotalski, il a lancé toute une région pour rebooster un peu l'arnica. Et la cueillette est autorisée, c'est du côté des Jets. Et il m'a fait un petit cours privé là-bas, justement, sur l'arnica. Qui a des vertus anti-inflammatoires, antiseptiques et plus. Mais plus en tout cas, on en parle beaucoup. On en parle énormément, oui. Il y a une autre plante, je crois également, qui a beaucoup de succès, c'est le millepertuis. Ah, mais le millepertuis, c'est magique. Hein. Le millepertuis, c'est magique. C'est une plante du 24 juin. C'est la plante du solstice d'été. C'est la plante de la Saint-Jean. Et elle me touche beaucoup aussi parce que je suis né le jour de la Saint-Jean, je suis né le jour du solstice d'été. Et cette plante, elle a des vertus anti-inflammatoires, elle a des vertus antidépressives. Par contre, il faut faire quand même très attention à une chose, elle est à deux choses. Elle est photosensibilisante, donc si on se la met sur la peau, on pourrait vite attraper un coup de soleil. Mais, excusez-moi, vous la mettez sur la peau séchée? Non, en macère à huileux de nouveau, comme j'ai expliqué pour l'arnica tout à l'heure. Donc sur le même concept. Ce qui est marrant avec le millepertuis, c'est que c'est une fleur jaune. Puis quand vous la solarisez, au bout de 2 semaines, vous avez une huile rouge, mais rouge sanguin. Et c'est une plante aussi que vous pouvez consommer en tisane. Et elle est antidépresseur. Et puis elle a quand même une vertu aussi de réparer un peu tous les problèmes de l'âme. D'accord. Alors, il y a une plante que nos parents en parlaient beaucoup à l'époque, en tout cas c'était mon cas, et j'aimerais juste avoir un petit détail, ça s'appelle l'impératoire. Je crois que c'est fort connu en Valais. Quand on parle impératoire en Valais, on parle Germaine Cousin. Bien sûr, Germaine Cousin qui a 95 ans cette année. Hein, tout à fait, qui est vraiment une femme extraordinaire dans le domaine des plantes également. Quand on a lu tous ses livres, quand on n'est pas passionné de plantes, on a lu ses livres. En tout cas en Valais. L'impératoire qui soigne pour elle, et c'est vrai, c'est une plante qui soigne tout. Qui soigne tout, qui vous soigne les douleurs articulaires, qui vous soigne les états grippaux, qui vermifuge, elle a 1000 vertus. Je veux dire, on pourrait rentrer dans les détails, mais c'est vraiment une plante qui a 1000 vertus. Mais il ne faut pas la confondre avec d'autres, donc il faut vraiment bien s'assurer qu'on a ramassé la bonne. Nos parents n'étaient pas si inintelligents, puisqu'ils utilisaient déjà l'impératoire à l'époque. Oui, non, ça fait partie de ces plantes bonnes à tout, on va dire. Alors, je terminerai peut-être avec une aussi, on en parle très souvent aussi, également, la sauge. Bon, la sauge, au niveau comestible, tout le monde connaît. C'est une bonne aussi antiseptique, en tisane, au niveau respiratoire. Mais ma préférence au niveau utilité, ça reste quand même de la préparer en moxibustion. C'est-à-dire que je fais des bâtonnets avec, un peu dans le style comme celui-ci. Là, c'est pas de la sauge, hein. Là, c'est de l'armoise. Je prépare des bâtonnets et je la brûle dans mon établissement. D'accord. Et en général, mes sommeliers n'aiment pas trop parce que ça détend l'atmosphère et ça fait venir du monde. Donc, on a plus de travail. Je comprends. Ça, c'est aussi une astuce, alors. Voilà. Alors, peut-on dire que toutes ces plantes que vous venez d'évoquer renforcent notre système immunitaire? Alors, tout à fait, parce qu'on a quand même des plantes au niveau même préventif, l'ortie,
L'ortie est une plante qui amène énormément d'énergie, de vitamine C. C'est un purgatif au niveau sanguin. Elle a 1000 vertus. Après, vous avez... C'est votre plante préférée, à ce que j'ai compris tout à l'heure au début d'émission. Si vous discutez avec tout herboriste, s'il vous dit s'il y a une plante qui doit rester, si on doit détruire toutes les plantes, qu'on doit en garder une, c'est l'ortie. Et tout le monde connaît l'ortie, donc bien pour sûr, la reconnaître, et elle pique. Elle pique, mais elle est même anti-inflammatoire. Je veux dire, c'est l'impératoire de la plaine, on va dire. Moi, j'aimerais juste parler de certaines plantes qui combattent des maladies, par exemple l'arthrose ou bien le rhumatisme. Lesquelles? Alors, dans l'arthrose, rhumatisme, ce qu'on peut utiliser en herboristerie, entre autres, il y a la reine des prés, qu'on appelle aussi la fausse pirée, qui est une plante qu'on trouve dans les endroits un peu marécageux en montagne, à partir de 900-1000 mètres d'altitude. Et puis c'est une plante qui est comestible, donc on l'utilise avec le goût d'amande, c'est extraordinaire. Et puis elle est à l'origine de la découverte de l'aspirine. Elle a l'acide salicylique et elle est donc anti-inflammatoire. On peut l'utiliser aussi en macérat huileux, sur le même principe des autres plantes que j'ai expliquées auparavant. Et puis on peut la prendre en tisane aussi. Et vous avez aussi la camomille allemande, camomille matricaire. C'est des plantes qui sont aussi anti-inflammatoires, qu'on peut prendre tout simplement en tisane aussi, qui aident aussi tout ce qui est inflammatoire. Si on aborde les maux de tête aussi, qui n'a pas des maux de tête aujourd'hui, quelles plantes sont vraiment destinées à combattre les maux de tête? Les maux de tête, c'est tellement un sujet délicat. Il y a tellement ça peut être dû à du stress, ça peut être dû à des émotions trop fortes, ça peut être hormonal, donc je veux dire, ça peut être alimentaire, c'est même très souvent alimentaire. Donc les douleurs à la tête sont très difficiles à soigner. De nouveau, la reine des prés peut être un bon sujet, puisqu'il y a les mêmes molécules que l'aspirine, donc ça peut aider aux maux de tête. On connaît assez la menthe aussi, la menthe poivrée, alors qu'on peut utiliser aussi en huile essentielle éventuellement. C'est des plantes qui sont assez communes pour ça. D'accord. Après, on peut aller plus loin dans la démarche au niveau alimentaire. J'aborderai peut-être juste une dernière maladie qui peut toucher beaucoup de monde. Ce sont les dépressions nerveuses. Quelle vertu plantaire faut-il mais c'est le utiliser? millepertuis. C'est le nouveau millepertuis. Millepertuis. Ah oui. Le millepertuis, il est vraiment... on ne va pas rentrer dans les statistiques, ce n'est pas le but, mais même la science l'a reconnu, le millepertuis a vraiment ce don d'apaiser. Il est vraiment antidépresseur. Maintenant, il faut vraiment faire attention sur une chose, c'est intéressant de savoir aussi, dans les contre-indications, c'est que le millepertuis nettoie. D'accord. Donc il nettoie, pour les femmes qui prennent par exemple la pilule, ce ne serait pas vraiment la plante à prendre. Parce qu'il pourrait y avoir des surprises 9 mois après. D'accord. Non, mais je veux dire par là, c'est quand même dangereux pour une femme. Disons que le millepertuis serait s'il y a un contraceptif à côté, serait délicat. D'accord, d'accord. Ouais. Mais c'est une des plantes qui est le mieux au niveau antidépresseur. Après, il y a une autre plante qui est interdite à la consommation dans la plupart des cas, mais ça reste quand même le cannabis, qui est aussi une plante antidépresseur. Quand on l'utilise sainement, pourquoi pas? Voilà. On ne va pas faire la polémique sur le cannabis aujourd'hui. Non, ça reste délicat. Moi, j'ai envie d'aborder avec vous maintenant la cueillette de ces herbes médicinales ou curatives. Il y a beaucoup de gens qui aiment aller dans les jardins, dans les endroits appropriés à découvrir certaines plantes, mais encore faut-il appliquer certaines règles, je présume, parce qu'il y a quand même, on me dit, au bord des chemins, il y a quand même des dangers par rapport à, par rapport à des produits de pulvérisation, ou alors les crottes de chien, etc. Les gens ne se rendent pas toujours compte. Y a-t-il des endroits où il faut vraiment aller pour découvrir quelque chose, un endroit sain par exemple? Alors, c'est clair que nous, on a la chance en Valais de pouvoir aller en altitude. Et on sait que dès qu'on dépasse 1000 mètres d'altitude, au niveau, on est quand même moins touché par les pesticides. Donc déjà, on a plus de chances de trouver des plantes naturelles. Il faut éviter les bords de route. Les échappements, ça pollue. Voilà. Donc, les gaz d'échappement. La plante va l'aspirer par la racine. Donc, ce n'est pas franchement la meilleure des choses. Moi, je préfère aller en montagne, dans des endroits où il n'y a pas de route. C'est beaucoup plus sain.
Et puis, il faut vraiment faire attention aussi à l'état de la plante qu'on ramasse. Il faut vraiment regarder qu'elle soit saine, qu'elle n'ait pas été attaquée. On peut parler par exemple de l'arnica, on va aller au cœur de l'arnica pour voir qu'il n'y ait pas non plus des petits vers qui peuvent s'installer régulièrement. Il faut vraiment être attentif, il ne faut pas ramasser pour ramasser. Il faut ramasser par respect déjà, et puis vraiment analyser sa plante avant de l'accueillir. Le but n'est pas de faire du volume. Mais y a-t-il des dangers de consommation pour certaines d'entre elles? Oui, alors, vous savez, en herboristerie, beaucoup disent c'est la quantité qui fait le poison. Ça veut dire qu'il y a quand même peu de plantes qui sont vraiment toxiques. Alors, je ne parle pas de l'aconite, qui est quand même très dangereuse, vu qu'un gramme vous tue quelqu'un. Mais la plupart des plantes, vous allez avoir des effets secondaires. L'absinthe, par exemple, si vous abusez, ça vous donne des migraines pas possibles. L'absinthe va vous aider à lutter contre la fièvre, mais pris à l'abus, vous avez un gros mal de crâne. Donc, il ne faut pas abuser. On dit que dans une tisane, si on l'utilise en tisane, 30 grammes pour 1 litre d'eau, ça suffit par jour. D'accord. Et puis peut-être, puisque nous sommes en plein Covid-19, est-ce qu'il y a déjà des études qui sont faites en matière de plantes pour essayer de trouver peut-être un moyen médicamenteux, si je puis dire? Oui, alors, en tant que passionné des plantes, j'ai évidemment suivi les médias et j'ai vu encore tout récemment, alors ça m'a fait sourire, je vais vous dire pourquoi, il y a une étude américaine qui est en train de se faire pour l'armoise à noix, qui a déjà bien aidé en Afrique. L'armoise à noix additionnée à la caféine aurait des effets similaires à la chloroquine. Pour l'instant, c'est une étude qui est en train de se faire par des scientifiques aux États-Unis. L'armoise à noix est en train de pousser dans mon jardin. Donc, je vous dirai ça dans quelques mois. Bien sûr, c'est à l'étude. C'est en espérant que je n'attrape pas d'ici que ma tisane soit prête. À vous entendre, en tout cas, Gilles Frelin, c'est que vous avez cette motivation. Je crois que vous avez également le désir de transmettre aux autres toutes ces découvertes que vous faites. Tout à fait, parce que faut savoir que la nature nous donne, donc on doit donner de notre côté. C'est du donnant-donnant, c'est le boomerang. Et on doit savoir offrir aussi un petit peu. Au fond, ce Covid-19 aujourd'hui a fait prendre conscience à l'être humain de la richesse de notre nature, en quelque part. Plus que jamais. Plus que jamais. Déjà, la nature, on a vu par elle-même, vu qu'on lui a foutu la paix pendant 3 mois, si je peux m'exprimer ainsi, on voit quand même qu'elle nous a donné beaucoup de choses. On a trouvé des plantains magnifiques, on a trouvé du tussillage magnifique, on a trouvé des fleurs, mais très développées, alors que d'habitude, on fauche trop vite. Donc on a tendance à ne pas laisser la nature se faire. Là, on a vraiment pu profiter. Et le Covid, ça aussi, on a vu sur les réseaux sociaux, les gens se sont intéressés à la culture biologique, se sont intéressés aux plantes, mais plus que jamais. Et là, c'était vraiment intéressant, quoi. C'était prenant. On sent la passion qui vous anime, Gilles Frelin. À brûle-pourpoint comme ça, quel conseil pourrez-vous donner aux téléspectateurs aujourd'hui? Un conseil? Oui. Alors, rapprochez-vous de la nature. Respectez-la, parlez-lui, c'est assez important, ça vous paraît peut-être ésotérique, mais franchement ça vous fera du bien. Ça c'est le premier antidépresseur. Et puis surtout, cueillez avec modération. Cueillez vraiment avec modération. Si vous avez besoin d'une fleur, n'en ramassez pas 2. Et si vous en ramassez une à un endroit, laissez-en 10 tranquilles pour en ramasser une autre plus loin. Il est temps de nous quitter, mais j'aimerais juste aborder avec vous une seule phrase. Ne pas laisser mourir le savoir des anciens. Est-ce que ça vous parle? Complètement. On est dans une époque où justement j'ai la sensation qu'on revient sur des anciens écrits, où les anciens ont envie de parler, ont envie d'expliquer leurs secrets. Et ça, il ne faut surtout pas le laisser aller. Donc moi, j'essaye d'écrire, je note, parce qu'avant, c'était beaucoup oral. Maintenant, moi, j'ai décidé de noter toutes mes petites astuces qu'on me donne. Et puis ça, il faut vraiment garder parce que ça va se perdre sinon, il ne faut pas. Alors aujourd'hui, on n'a pas parlé d'une plante importante, c'est le plantain. On n'en parle pas maintenant, mais si vous êtes d'accord, vous a donné quelques petites explications devant la caméra de notre réalisateur André Maillard. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut aussi évoquer. Tout à fait, oui. Alors, je vous laisse découvrir dans ce petit montage vidéo. Et puis moi, je vous remercie en tout cas de nous avoir apporté toutes vos compétences et de nous avoir transmis l'amour des plantes, ici surtout en Valais en tout cas. C'était un plaisir, c'est un plaisir. Merci.
Voilà mon petit exutoire du soir quand je rentre ici. J'ai l'Artemisia annua, qu'on entend beaucoup parler en ce moment dans les médias. Cette Artemisia, elle est juste magistrale. Mes fameuses calendula, cette plante ces fleurs qu'on utilise beaucoup pour les problèmes de peau, entre autres. J'ai mes tomates, à qui je demande de rougir tous les jours, et ça vient gentiment. Là, j'ai la camomille allemande, qui est une plante qu'on peut prendre, une fleur qu'on peut prendre en tisane. Là, j'ai mon chardon-marie, que je laisse volontairement sécher pour récupérer après mes pistils. Quand elle est sèche comme ça, j'enlève tous les pistils et je récupère les graines qui sont en dessous. Il y a des graines qui aident à lutter pour le foie. Et la feuille, on l'appelle chardon-marie parce qu'on dit que les nervures blanches qui sont sur les feuilles, c'est le sang de Marie qui est tombé dessus. Qu'est-ce qui prouve ça? Ben, les anciens.